Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle heure de mission en direct, 24 heures en Alsace, 60 minutes d'information régionale avec beaucoup de sport. Aujourd'hui, on commencera par parler de cirque avec un festival Noël en piste sous le chapiteau strasbourgeois de Graines de Cirque. Yann Panchaud viendra nous présenter tout ça dans quelques instants. Lundi, c'est sport, évidemment, avec une grosse page football. Il y avait notamment de la Coupe de France avec l'exploit de l'Olympique de Strasbourg. Petit poussé de la Coupe de France, plus petit club encore qualifié. L'exploit des footballeurs de Cronenbourg. Et puis on parlera également pas mal basket avec Gris notamment, qui poursuit son aventure en Pro B. Et puis on parlera évidemment gastronomie comme chaque lundi. Nicolas Riffel est allé sévir cette fois-ci du côté d'Aubernay dans une boulangerie. On parlera bûche évidemment cette saison. Tout ça au menu des 60 prochaines minutes. On commence bien sûr comme chaque soir par les infos. Le JT est présenté par Camille Roland. Bonsoir, à la une de l'actualité alsacienne, ce soir, l'Université de Strasbourg inaugure ISE, la première usine-école européenne. Peyton Noël bat son plein ce week-end, il donnait rendez-vous aux amateurs du fait main, place de Zurich. Et quelle reconversion professionnelle pour les sportifs de haut niveau? Réponse avec des athlètes alsaciens à la Maison de l'Alsace. Mais pour commencer, ça y est, le débat sur les rythmes scolaires est tranché. Le bilan du questionnaire distribué dans les écoles en octobre révèle des avis mitigés parmi les 8500 réponses. Après la concertation, c'est l'heure du choix pour la ville de Strasbourg. 4 jours et demi, des journées réorganisées, des vacances d'été raccourcies. C'est le nouveau scénario qui attend les 25 000 écoliers strasbourgeois à la rentrée 2019. La décision finale sera prise par l'inspection académique en janvier 2019. Plus d'explications avec le maire de Strasbourg, Roland Ries. Cette proposition, ce sera de rester aux 4 jours et demi, donc à l'ancien système, avec un certain nombre de correctifs, notamment la libération d'une après-midi par semaine pour faire des activités périscolaires et des animations. Nous avions posé 2 questions. La première, c'était une question sur l'intérêt des enfants et le bien-être des enfants. Sur le premier point, une légère majorité s'est dessinée en faveur des 4 jours et demi, 48%. Pour la deuxième question, les réponses sont en sens inverse, c'est-à-dire que pour l'organisation familiale, on a une majorité, 55%, pour le passage à 4 jours. Comme on a posé plusieurs questions, il a fallu effectivement faire un choix. J'ai fait le choix de l'intérêt des enfants. Il faut privilégier l'intérêt des enfants, les rythmes biologiques des enfants. Les chronobiologistes ont beaucoup argumenté là-dessus. Imaginez se former dans les conditions du réel. C'est le concept de la nouvelle usine-école ISE, inaugurée aujourd'hui sur le campus d'Illkirch. 3000 étudiants par an pourront s'y entraîner comme sur un véritable site de production pharmaceutique en milieu aseptisé. Et puis Peyton Noël version chevalier. Pour sa 2e édition, le festival part en croisade au pays de Noël. Jusqu'au 15 décembre, des spectacles, concerts et ateliers animeront les quartiers strasbourgeois. Ce week-end, petits et grands ont participé à plusieurs ateliers participatifs, construction, gravure et jouets en bois pour préparer Noël de ses propres mains. Fanny Kunz. Un centre de formation des métiers pharmaceutiques à la pointe de la technologie, mais également une usine de production. L'école usine ISE est actuellement en cours d'inauguration. ISE pour European Aseptic and Sterile Environment Training Center, le lieu est un outil pédagogique qui permet aux étudiants d'acquérir les gestes et procédures dans les milieux aseptisés ou salles blanches. Il est également un lieu d'immersion professionnelle conçu comme un véritable site de production. Alors ISE, une usine ou une école ? Les deux, mon général. Donc c'est une usine qui fonctionne comme une usine, c'est-à-dire qu'on a des lignes de production, 3 lignes de production pharmaceutiques et biopharmaceutiques. Biopharmaceutiques pour fabriquer des protéines compliquées et, ou des vaccins par exemple, et une ligne d'injectables. Donc l'injectable, c'est le modèle du petit liquide qu'on injecte
qui répond à des exigences extrêmement particulières de stérilité. Et on accueille également une ligne de procédés de fabrication de formes solides, des comprimés ou des gélules. Et on va jusqu'à leur emballage en blister, comme celui que vous trouvez dans les boîtes de produits pharmaceutiques que vous achetez à la pharmacie. Ici, aucun produit n'est commercialisé. Ils seront souvent réutilisés, dégradés, conservés parfois pour entrer dans une défothèque afin d'évaluer les erreurs commises. Près de 1000 personnes ont déjà poussé les portes de cette école-usine qui se veut être un pôle d'excellence européen au sein de l'Université de Strasbourg. On peut témoigner de l'excellence régionale dans les industries de santé. Mais aussi on témoigne aussi d'avoir une longueur d'avance en termes de stratégie de l'industrie du futur, puisqu'on a un partenariat, on a été choisi par le Boston Consulting Group pour être accompagné et accompagner toute la région vers la mise en œuvre d'outils pour mesurer la performance, digitaliser tout l'ensemble des procédés, des procédures. Donc on a un ensemble d'acteurs qui nous accompagnent pour qu'on puisse faire tester aussi par nos apprenants en conditions réelles des outils hyper innovants. Et donc on est très très content de pouvoir faire ça et proposer ça à nos apprenants et à nos partenaires industriels. Le centre de formation pourra accueillir différents types de profils, étudiants en parcours initial, formation continue ou personnes en requalification. EASE serait un outil innovant en réponse aux besoins actuels des industriels de santé en pleine mutation. Léger, festif et décalé, Paye ton Noël est une alternative au marché de Noël traditionnel. À l'initiative de l'association Pelpas, l'idée est de proposer des événements éclectiques et alternatifs avec 4 festivals par an, dont Paye ton Noël fait partie. Cette année, le festival se pare aux couleurs des chevaliers, où joutes, combats médiévaux mais aussi petits défis attendaient les festivaliers place de Zurich. C'était également l'occasion de fabriquer ces cadeaux de Noël sur place. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur parce qu'on a beaucoup de personnes dans l'association qui font de la radio, qui font de la gravure, qui font plein de choses. Du coup, on a envie de montrer un peu ça à tout le monde. Aussi garder un esprit familial, donc que les gens viennent avec leurs enfants, même avec leurs amis. Et voilà, on vient avec ses petites mains, on fabrique son truc et on repart avec. Tout le week-end, les visiteurs ont donc pu coudre des bonnets de Noël, fabriquer des bourses à monnaie, mais également construire des jeux en bois. L'occasion de partager un moment convivial en famille et de rentrer à la maison avec un jeu fabriqué de ses propres mains. J'aime bien les jeux de société, j'aime bien la récup, donc j'aime bien les jeux de société en récup, voilà. On passait par hasard, il faut bien dire, et puis on a trouvé sympa. Je suis avec les enfants, et puis le travail du bois dans une bonne atmosphère, et puis c'est sympa de partager, et puis de travailler le bois, c'est intéressant, et en plus on fait un jeu qu'on va ramener, donc c'est une belle idée. Pendant que les uns construisent des jeux, d'autres clouent, scient ou poncent des tabourets en bois de récupération. Guillaume, ancien étudiant de l'INSA, y est totalement dans son élément. On a juste ouvert un atelier éphémère de bricolage dans la rue et on lance un grand concours de construction de tabourets. Donc les gens sont invités à venir, à vouloir faire un tabouret. En fait, faire un tabouret, c'est pas si simple. Donc on les aide pour faire des dessins, se demander comment ça va tenir, à quoi ça va ressembler. Et puis après, on le fait, quoi. On a plein de bois, plein d'outils. Et puis on fait un tabouret et les gens partent avec. Paye ton Noël, c'est aussi des spectacles et des concerts qui mettent en avant les structures locales. À partir de jeudi, retrouvez le festival itinérant au Molodeuil. Rock, pop, électro, il y en aura pour tous les goûts durant ces 3 jours. À l'approche de Noël, l'heure est à la décoration. À Winstein, un villageois ne prend pas cette tradition à la légère. Guirlandes, sapins, tableaux sont dispersés partout dans son jardin. Comme chaque année, il réalise lui-même ses décorations artisanales avec des matériaux naturels. Fanny Kunz est allée à sa rencontre. En plein cœur des Vosges du Nord, cerfs, sangliers et ours blancs prennent vie dans le jardin de Steve. L'heure est aux dernières retouches pour se passionner de décoration de Noël. Une passion qu'il cultive depuis sa plus tendre enfance et héritée de son grand-père. Ici, la décoration se veut traditionnelle et surtout naturelle, une évidence pour le jeune homme. J'essaie de rester dans le naturel,
Vu que nous sommes à Winstein, dans les Vosges du Nord, en plein milieu de la forêt, il n'y a que de la forêt autour de nous. Donc il me semble évident que le sujet principal soit les sapins, qui représentent notre tradition en Alsace. Tous les sapins que vous voyez, c'est des sapins coupés en forêt, légalement bien sûr, je tiens à le préciser, en accord avec le garde forestier. Ce qui me tenait à cœur, c'est la crèche, c'est le symbole de Noël, avec 2-3 sapins tout au début, donc vraiment la base de Noël. Et au fur et à mesure, j'ai essayé de rester dans le thème des sapins, du naturel, de la forêt. Depuis plusieurs années, le jardin de Steve ne se repose pas en hiver. Cette année, il accueille même 30 sapins illuminés, un bassin polaire, sans oublier le traîneau du Père Noël. Mais pour arriver au résultat escompté, le travail se prépare en amont. Cela fait plus d'1 mois que tous les week-ends sont consacrés à ce village de Noël. Tout commence par la coupe des sapins. Entre le 25 octobre et le 1er novembre, donc il faut aller en forêt, couper tous les sapins pendant 2 jours, les rapatrier avec le 4x4 et la remorque. Puis il faut faire tous les trous, les planter, accrocher les guirlandes. Donc il y a, pour la petite anecdote, 1,1 km de guirlandes cette année. Et après, c'est toutes les décos qui tournent autour. Ça demande environ entre 3 et 4 semaines de travail. Toute l'installation est fin prête et mise en lumière. Famille, amis et voisins vont pouvoir profiter du spectacle jusqu'à la mi-janvier. Steve n'attend plus que la neige pour que la féerie de Noël soit complète. Sportif n'est pas le métier d'une vie entière. 8 sportifs alsaciens sont venus témoigner de leur reconversion professionnelle à l'occasion d'une soirée à la Maison de l'Alsace. Nora Boiriwa. La colmarienne Souad Rojdi, ancienne championne de France espoir du 5000 mètres, a décidé de mettre un terme à sa carrière sportive en 1999 par manque de moyens financiers et ne trouvant pas de structure pour allier sport-études. Après avoir travaillé pour une célèbre marque sportive, sa passion pour l'athlétisme a repris le dessus et aujourd'hui elle est directrice adjointe de la Fédération française d'athlétisme. Permettre de susciter des vocations, pas uniquement à travers le haut niveau, mais le loisir, l'athlétisme. L'athlétisme, c'est des valeurs qu'on peut transmettre dans notre vie quotidienne et dans notre vie professionnelle. Parmi les 8 sportifs invités, il y avait également le célèbre gardien de but de handball Thierry Omeyer. Âgé de 42 ans, il a décidé de prolonger l'aventure au Paris Saint-Germain, son club depuis 2014, pour une saison supplémentaire puis d'intégrer en 2020 l'encadrement technique du club parisien. Il a déjà suivi une formation d'entraîneur et se forme en ce moment pour le métier de manager de club sportif. J'essaie de redonner un peu au handball aussi tout ce qu'il a pu m'apporter tout au long de ma carrière. On verra un peu sur quelle mission exactement, mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, le handball fait partie de ma vie depuis très longtemps, donc je pense qu'il va continuer à faire partie de ma vie aussi après. Même si certains restent dans le milieu sportif, d'autres se dirigent vers de nouveaux horizons, à l'image de la mulhousienne Roxana Maracinanu, ancienne championne du monde de natation, aujourd'hui ministre des Sports. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Place à l'image du jour d'Oliviane. L'approche de Noël vous rend nostalgique des veillées d'antan, ou mieux qu'à l'écomusée, retrouver cette ambiance qui fleure bon la mandarine et le pain d'épices. D'autant qu'Ungersheim multiplie cette année les animations consacrées au Noël alsacien. Confectionner et déguster de délicieux Weihnachtsbrettele, plonger dans les histoires et légendes d'Alsace de l'Avent et de Noël, et créer des décorations originales pour votre sapin ou vos tables de fête, sans oublier les veillées paysannes et les soirées féeriques. Et retour en plateau pour ce 24 heures en Alsace. On va remercier Camille pour le JT de ce soir et faire entrer les invités de la deuxième moitié de cette émission. On va parler de cirque, pas avec Marine Zis. Avec Marine Zis, on parlera de sport tout à l'heure. On parlera de Noël en piste. Kian Panchaud, le boss de Graines de Cirque. Et puis Elias Ahmad et Jean-Paul Gaultier Lumbu sont avec nous. Ce sont les héros de l'Olympique de Strasbourg, petit poussé de la Coupe de France. On parlera évidemment de cet événement foot tout à l'heure. Tout ça juste après la météo de Célia. Voici la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid au minéral naturel.
Salut à tous, j'espère que vous passez un excellent début de semaine. C'est des températures très fraîches qui nous attendent cette semaine. Regardez ce que nous réserve le temps ce mardi matin et pas mal de soleil quand même pour l'Alsace, notamment pour l'ensemble du Haut-Rhin, des passages nuageux avec des passages d'éclaircies pour le Bas-Rhin et regardez ici les premières neiges du côté de Saverne ou encore de Sarre-Union. Les températures, je vous le disais, elles sont en baisse et elles sont très fraîches en ce mardi matin. 1 degré du côté de Wissembourg, Strasbourg ou encore Colmar, 2 degrés la maximale alsacienne, ce sera pour Saverne ou encore pour Mulhouse. Mardi après-midi, toujours beaucoup de nuages et même un peu plus de nuages du côté du Bas-Rhin. L'ensemble de la région du Bade-Wurtemberg, du nord de la Suisse et du Bas-Rhin sera couvert sur les nuages, même quelques pluies prévues du côté de Baden-Baden, des passages d'éclaircies un peu plus fréquents dans le Haut-Rhin. Côté Mercure, en après-midi, comptez 5 degrés du côté de Wissembourg ou encore de Mulhouse, 6 degrés la maximale pour le centre Alsace et 4 petits degrés la minimale toujours pour Saverne. Voici tout de suite vos prévisions de mercredi, maintenant, et le retour du soleil dans le nord du territoire, notamment dans le nord de la région du Bade-Wurtemberg et pas mal de passages d'éclaircies également pour le Bas-Rhin, toujours beaucoup de nuages et un temps plutôt humide pour le sud du territoire, comptez 3 à 4 degrés de moyenne, ce seront les maximales attendues pour l'Alsace. Mardi 11 décembre, nous fêterons les Daniels, le soleil se lèvera à 8h10 pour nous quitter à 16h33 et on perdra encore 1 minute de soleil supplémentaire. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent moment sur Alsace 20 et je vous dis à très vite. Salut! C'était la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid, eau minérale naturelle. Noël sur les pistes de ski, pour l'instant c'est un petit peu mort. Par contre Noël en piste sur la piste de cirque, de graines de cirque, ça c'est possible. Bonsoir Yann Panchaud. Bonsoir. Vous organisez à Strasbourg une nouvelle édition de Noël en piste, un festival sous votre chapiteau au Jardin des Deux Rives à Strasbourg. Ça commence ce samedi et pour une semaine vous allez accueillir 3 compagnies différentes. On va en parler de ce Noël un petit peu différent. Pour ceux qui étaient en hibernation ces 10 dernières années, rappelez-nous ce que c'est Graines de cirque. Graines de cirque, alors école et carrefour des arts du cirque, ici à Strasbourg. On donne des cours, des stages pendant les vacances. On travaille aussi beaucoup avec le milieu scolaire. Et puis on fait un petit peu de programmation et d'accueil de compagnies en résidence. Comme c'est le cas en ce moment avec une des compagnies qui sera avec vous pour ce festival, donc du 15 au 22 décembre. L'une d'entre elles d'ailleurs s'appelle La volonté des cuisses du collectif Pourquoi pas. On regarde un extrait et puis on en parle juste après. Ce sera Yann, une des compagnies à découvrir donc du 15 au 22 sous votre chapiteau du Port du Rhin à Strasbourg. C'est quoi? C'est assez représentatif de ce qu'est la création circassienne, on dit aujourd'hui, où on mélange quoi, de la musique, de la jonglerie, où il y a de la mise en scène, où on est un peu au carrefour de tous ces arts. Ouais, tout à fait. On parle volontiers d'art frère quand on parle de cirque. Et la musique, le théâtre, la danse, le mime, la vidéo aussi de plus en plus. Alors d'abord et avant tout, ce sont des acrobates. Et puis le musicien a aussi fait le conservatoire, donc c'est vrai qu'il est parti vers une carrière d'artiste de cirque après ce passé de musicien. Et donc ils ont choisi effectivement de mettre la musique en live, et c'est aussi un jongleur comme on le voit. C'est un parcours assez atypique que ces 4 acrobates-là, parce qu'ils se sont rencontrés en fait au Centre régional des arts du cirque de l'Homme, près de Lille. Qui est le, comment on peut appeler ça, le super centre de formation. C'est le Clairefontaine du cirque. Non. Alors le Clairefontaine du cirque... Pour rester dans le football dont on parlera tout à l'heure. Il se trouve qu'il est en Grand Est, puisqu'il est à Châlons-en-Champagne avec le Centre national des arts du cirque, le CNAC. Voilà, après il y a aussi une... Le CNAC n'est pas en Alsace. Le CNAC n'est pas en Alsace. C'est un scandale. C'est un scandale. Et du coup, il y a aussi 8 ou 10 autres centres de formation professionnelle. Donc ceux-là se sont rencontrés à Lille. Après, ils sont l'un français, 2 suisses et Marco est allemand. Donc voilà, c'est aussi une compagnie assez donc c'est un mélange de ce qui se fait maintenant. Tout à fait.
Vous accueillez 3 compagnies différentes. Quel est leur point commun? C'est la création artistique. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont en commun ces 3 compagnies? Alors, elles ont en commun que nous les programmons au mois de décembre, déjà. Elles ont en commun que ce sont des écritures assez représentatives de ce qui se fait en cirque maintenant. Alors la compagnie Lazuz, là qu'on voit actuellement, des parcours formés là aussi dans des centres de formation professionnelle, des choses qui sont assez... un plateau quasiment nu, beaucoup de travail autour de la lumière et du mouvement, un acrobate et un jongleur. Le collectif Pourquoi pas, c'est plutôt un format rue qui lui est adapté au chapiteau. Et puis la 3e compagnie, l'Appel du pied, un spectacle qui s'appelle Tandem. Là on est sur quelque chose de plus familial avec beaucoup de choses différentes, du vélo acrobatique, de la jonglerie avec des gobelets, des choses qu'on voit pas souvent. Et donc on a un peu un panel assez large comme ça avec ces 3 compagnies de tout ce qui... Enfin tout. En tout cas de ce qui se fait un petit peu maintenant. Et c'est un peu ce qu'on avait envie de partager avec le public à l'occasion de Noël en piste. Ça commence ce samedi du 15 au 22. Quelle est la place pour ces artistes? On peut les retrouver sous des chapiteaux des grands noms du cirque itinérant classique, ou ça reste un circuit entre guillemets un peu parallèle dans des milieux comme le vôtre ou dans des scènes, des festivals? Il se trouve que Lazuz que vous voyez là, ils ont fait l'ouverture du Festival mondial du cirque de demain cette année avec un extrait de leur spectacle. Certains font du cabaret, certains se montent en compagnie. Beaucoup d'artistes travaillent dans différents projets, donc avec plusieurs compagnies différentes. C'est ça, le même artiste, on peut le retrouver dans différents spectacles. Ouais. Okay. Voilà, et donc ça donne lieu à des reprises de rôle ou à des choses assez différentes. Non, il n'y a pas vraiment de circuit parallèle, on le voit, c'est à la frontière de la danse, de la musique, donc c'est vrai qu'on a aussi des gens qui font le conservatoire de danse et qui viennent au cirque et vice-versa. C'est très riche, c'est quoi? C'est un milieu en ébullition, en mutation, ou c'est un secteur entre guillemets difficile parce que forcément c'est économiquement il faut aussi un moment vivre de son art et de ses spectacles. Comment se porte cette scène? Alors ça faudrait plutôt demander aux compagnies. Après on sait que c'est pas forcément facile pour tout le monde suivant les choix qui sont faits et les formats. Il y a peu de compagnies qui tournent en chapiteau quand même, c'est quand même un gros risque encore actuellement de tourner en chapiteau, même si certaines compagnies le font. On écrit beaucoup pour la salle avec des spectacles qui sont de plus en plus joués en frontal et de moins en moins en circulaire aussi. Alors ça c'est l'histoire du cirque un peu en France qui a donné ça. On a sorti le cirque des chapiteaux pour le mettre un peu dans les théâtres. Et puis je sais plus ce que je voulais te dire. Niveau création, après voilà, il y a des réalités qui sont très différentes un peu aussi suivant les cursus des artistes. C'est vrai que quand on fait le Centre national des arts du cirque, une formation supérieure, a priori on est aussi mis dans un réseau et très européen, très international, qui aide après à tourner. Plus de place. Voilà. En tout cas, vous pouvez découvrir ces 3 compagnies sous le chapiteau du Port du Rhin. Ça s'appelle Noël en piste du 15 au 22 décembre. Merci beaucoup, Yann Panchaud, d'être venu nous présenter tout ça. Vous aimez le foot? Oui. Moins en hiver, moins avec les températures basses du moment. On va parler de vous avec vos 2 voisins de l'exploit de leur club, l'Olympique de Strasbourg, qualifié pour les 32e de finale de la Coupe de France. Ils vont savoir, quelle sauce ils vont être mangés. Ils ne sont pas mangés du tout. En tout cas, leur adversaire, ils le connaîtront dans 1h30 à peu près avec le tirage au sort. On parle de tout ça et de plein d'autres choses en sport avec Marine Zis dans un instant, juste après cette page de pub. Et le lundi, c'est sport, évidemment, avec une grosse page Coupe de France. Ce soir, c'est Top Sport et c'est avec Marine Zis. Et ce soir, on va parler basket avec un beau week-end de victoire pour Gris et Souffle. On va parler foot avec le Racing, évidemment, mais bien sûr et surtout avec nos invités ce soir. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Alors, je vous présente dans l'ordre, vous êtes nombreux ce soir. Larry Dielfites, vous êtes coordinateur sportif de l'Olympique Strasbourg, qui a été qualifié ce week-end pour les 32e de finale. Juste à vos côtés, Ilyes Ahmad, et puis un peu plus loin, un autre joueur de l'équipe de l'Olympique de Strasbourg, Jean-Paul Gauthier Lumboub. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Remis de vos émotions d'hier soir? Dire après-midi plutôt. Pour des petits yeux quand même, je trouve, hein. Il nous faudra encore une semaine de repos et ça devrait aller. Je pense. Le coach n'est pas d'accord, il a déjà dit qu'il y aurait pas une semaine. Déjà un match ce week-end, ça aurait faut s'y mettre tout de suite. Mais bon, c'est normal. On est encore à moins de 24 heures de ce dernier match, de cette victoire. Et
c'est dur de redescendre aussi rapidement. C'est l'euphorie. On est encore en fête. On parlait de cette euphorie encore tout à l'heure, mais d'abord Mathieu va commencer avec toujours du foot, mais le Racing cette fois-ci. Ouais, côté championnat d'abord, avant de passer à la Coupe de France, le Racing qui rentrera justement lui en 32e de finale début janvier pour le prochain tour direction la Méno. Ça se passait ce dimanche après-midi. Il y a des matchs nuls au goût de victoire comme contre le PSG, il y a d'autres au goût de défaite, plutôt comme celui concédé contre Caen malgré l'ouverture du score que vous avez vu de Pablo Martinez, l'égalisation cannaise en milieu de première mi-temps, le dégagement de Matsel, c'est la jolie reprise directe de Faisal Fage. Le Racing qui reprend l'avantage quasiment sur le coup d'envoi, le bon ballon de Thomasson pour Lebo Motiba qui score une fois de plus cette saison. Le Racing qui pense avoir fait le plus dur en reprenant l'avantage mais qui va être puni à 10 minutes de la fin, faute d'avoir fait le break. Le bijou de frappe du Canet qui égalise 2 buts partout. Le Racing concède le nul à la Méno, gagne une petite place au classement, se retrouve 8e, mais classement un petit peu faussé avec les nombreux matchs remis qui seront mis à jour début janvier. Le Racing qui sera à Reims en déplacement marine ce samedi. On continue à parler foot avec la Coupe de France. Coupe de France, direction Geispolsheim, le premier match de ce 8e tour. C'était la Faï Gilkirch-Grafenstaden en rouge qui recevait Sochaux qui avait éliminé Haguenau au tour précédent. Redirection l'Alsace pour les doubistes qui ont évidemment assez largement dominé, qui ont eu la maîtrise du ballon en tout cas. Mais les joueurs de la Faï sauvent plusieurs ballons en première période. 0-0 à la mi-temps. Et c'est même la Faï qui aurait pu ouvrir la marque juste avant la pause sur ce joli centre, seul au deuxième poteau. Le joueur d'Ilkirch qui manque malheureusement ce ballon. 0-0 à la pause, 4 divisions d'écart quand même entre la Faï en Régional 1 et Sochaux mal en point en Ligue 2 qui ouvre le marque sur ce seul but du match, la superbe frappe de Bailly qui permet aux Sochaliens de mener 1-0, qui auront plusieurs occasions d'ailleurs de faire le break, mais c'est la Faï qui va avoir les meilleures occasions. En toute fin de match, cette frappe qui rase le poteau et surtout dans le temps additionnel, on est à la 93e minute de jeu. Ce centre de Valentin Hubert qui va être cafouillé dans la surface, les frappes une fois, 2 fois et 3 fois sauvés par les défenseurs sochaliens qui se jettent. La Faï n'arrachera pas la prolongation, ne créera pas l'exploit. Sochaux passe par la plus petite des portes, qualification 1-0 pour les doubistes sur la pelouse de Geispolsheim. Écoutez, malgré tout, la satisfaction c'est un bien grand mot, mais Amar Farjani, l'entraîneur de cette équipe de la Faï, philosophe. Il faut quand même féliciter l'équipe de Sochaux qui mérite quand même sa qualification, a marqué un super but, mais derrière a eu quand même de belles occasions où ils auraient pu peut-être plier le match. Mais c'est vrai que le scénario où il nous faut un peu de baraka, et ça avait l'air de se présenter, mais finalement c'est pas passé. Et ben voilà pour la Faï qui se retrouve donc, qui arrête là son joli parcours, mais leur belle saison, elle continue. On va parler des héros du jour, Marine, il s'agit de l'Olympique de Strasbourg, vainqueur hier après-midi du club d'Épinal. Et oui, regardez ces images prises hier par Vincent Bessières, l'Olympique de Strasbourg en rouge, en jaune Épinal qui joue en National 2. Et puis tout de suite à la 28e minute, ce premier but avec ce pied droit d'Habib Ibrahim Sido qui permet d'avoir 1-0 et score qui est maintenu jusqu'à la fin de la première mi-temps. Deuxième mi-temps un petit peu plus compliqué pour l'Olympique de Strasbourg. Heureusement que le gardien Arthur Sohn est présent, omniprésent même, avec de nombreux arrêts durant la deuxième mi-temps malgré les nombreuses occasions du côté d'Épinal. Suspense jusqu'au bout, voilà, mais c'est raté côté Épinal qui y ont cru, et puis forcément l'Olympique de Strasbourg qui fête comme il se doit la victoire, une première pour le club qui n'avait encore jamais atteint ce niveau-là de la compétition. Je vous laisse savourer un petit peu ces images. Voilà, c'était trop court, mais en tout cas vous avez bien savouré. Vous avez entendu crier, est-ce que vous avez encore de la voix? On sent quand même que vous êtes un petit peu épuisé. Alors est-ce que c'est physiquement ou est-ce que c'est plutôt vocalement l'épuisement? Non, moi je pense que c'est plus Gauthier le capitaine qui a fait le cri de guerre, donc c'est lui qui doit être épuisé vocalement. Il a bien dirigé ça et on a bien fêté ça. Et vous avez fêté ça, mais vous étiez aussi très ému. Je vous propose d'écouter d'abord les réactions du coach à l'issue du match, qui était forcément fier de vous. On s'est dit qu'il fallait attaquer, qu'il fallait surtout pas reculer parce que c'est une N2 et que si on arrivait à marquer 1 ou 2 buts, ils allaient sortir, on allait pouvoir les contrer. Donc c'est ce qui s'est réalisé, on a réussi à marquer en première mi-temps et ensuite on a eu la chance du petit poussé. C'est-à-dire beaucoup d'actions pour Épinal qui passent devant le but et il n'y a personne pour mettre le pied. Et voilà, et c'est bon pour nous, quoi.
C'est quoi les ingrédients du coup alors pour passer ça? Il faut un petit peu de réussite, il faut surtout faire un match, il faut que vous fassiez un match quasiment parfait quand même au départ, il faut être à son top. Exactement, face à une équipe d'Épinal SA qui avait 3 niveaux de plus que nous, il fallait automatiquement lever notre niveau de jeu. Et hier, on a su le faire, on a joué comme les coachs voulaient qu'on joue, ça a piqué et puis ça a porté ses fruits. Donc pour nous, on est super heureux de cette victoire, mais on est aussi conscient qu'on a mis les ingrédients pour pouvoir arracher cette victoire et se qualifier pour les 32e de finale. Comment vous avez préparé ces joueurs? Comment le club a mis les joueurs en condition pour justement pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes? Il y a besoin de faire quelque chose ou non, ils se motivent tout seuls pour un événement pareil? Déjà, ils se motivent déjà tout seuls. Parce que arriver au 8e tour déjà, au 7e tour déjà, c'est déjà, pour nous, c'est déjà, c'était déjà une grosse perf. Arriver au 8e tour, ils étaient encore plus motivés. Au 32e, ça va être... Il n'y a rien à faire, quoi. Trop motivés, il faut les calmer, c'est ça. Voilà. Mais franchement, on n'a rien fait. Est-ce qu'on change quelque chose, du coup, dans les habitudes du club? Non, il faut rien changer dans ces cas-là. Non, il faut rien changer. Il faut surtout laisser les joueurs à plat, qui réfléchissent tranquillement, qui redescendent sur terre. Une fois qu'ils seront redescendus sur terre, on pourra leur donner de nouvelles conseils. On pourra recommencer à bosser. Alors là, je regarde l'heure, dans 1 heure tout pile, c'est le tirage au sort pour la prochaine étape. Je vous propose, avant de vous demander vos préférences, d'écouter un petit peu les préférences à l'issue du match, côté joueur, mais aussi côté supporter. Regardez. On va tirer Paris! On y est! Exploit, un grand exploit, un véritable exploit, rien d'autre à dire. Neymar, on t'attend, Neymar. Comment vous avez abordé ce match dans quel état? Neymar ou Mbappé, au choix. Ça pourra pas être Paris. Oui, malheureusement, non. Alors, ce sera dans le cas reste, mais voilà. On va essayer. Vos préférences, vous pouviez choisir. Ce sera pas le cas, mais... On rappelle juste qu'il y a des groupes régionaux et donc alors de tête ça peut être le Racing, ça peut être Saint-Etienne, ça peut être Lille, Amiens, Dijon ou le Sporting Schiltigheim. Donc 5 chances sur 6 de tirer une Ligue 1. Notre préférence, ce serait vraiment d'avoir le Racing. Pour jouer à la Méno. Jouer à la Méno, une bonne fête extraordinaire. Voilà. Vraiment pour des supporters du Racing, comme nos supporters sont les supporters du Racing, donc ça serait une fête pour nous comme pour eux. Dans tous les cas, jouer une Ligue 1, c'est un truc, quand on joue en régional, c'est un truc incroyable. C'est exceptionnel, on y pense tous les jours. Mais si on n'arrive pas à tirer une Ligue 1, ça serait bien aussi une division, une équipe où il n'y a pas trop de division d'écart. Comme ça, on peut essayer. C'est le Sporting Schiltigheim, c'est 3 divisions. C'est quand même beaucoup. C'est pas beaucoup. Non, une division, voire 2. Mais après, il faut voir le match, il faut voir l'équipe et on verra bien ce soir. On choisit pas. On verra bien ce soir. Vous parliez tout à l'heure d'adrénaline, la motivation se fait toute seule, mais est-ce que vous allez forcément jouer contre plus fort que vous, contre peut-être des gros calibres, c'est la Ligue 1. Est-ce qu'on n'a pas aussi une appréhension en fait de jouer contre des gros joueurs qu'on voit la plupart du temps, on n'a jamais vu en vrai, qu'on voit à la télé en fait? Nous on part du principe qu'on joue contre des hommes. Ils ont 2 yeux, ils ont 2 oreilles comme nous et du coup nous comme on a préparé les matchs précédents, comme dit, on est resté ciblé sur nos capacités premièrement. Et après, c'est clair qu'après, on a fait du visionnage, ils nous ont montré des vidéos de nos adversaires pour voir comment ils jouaient. Et justement, après, appuyer sur la tactique choisie par les coachs. Mais ça reste des hommes comme nous. Après, c'est clair, là, une Ligue 1, les mecs, ils s'entraînent 2-3 fois par jour, 4 fois par jour. C'est leur métier, c'est pas votre cas. Donc voilà, on prend, c'est la fête. On est entre 2e de finale, ça n'arrive pas tous les jours dans une carrière de footballeur amateur. Donc du coup, on prend. La Rizi, Elfites, qu'est-ce qu'elle représente cette épopée en Coupe de France, cette qualification pour un club comme l'Olympique Strasbourg qui est dans un quartier de Cronenbourg? Pour les éducateurs, pour les jeunes, pour les bénévoles, pour un club comme ça, qu'est-ce que ça représente cette aventure? Ça représente beaucoup pour le quartier parce que on va dire que le quartier... Oui, pour les non-strasbourgeois, c'est un quartier pas, on va dire, pas facile de Strasbourg. Ça, et on essaye de changer un peu l'image aussi de ce quartier et donner une image plus sportive, on va dire. Le côté positif, du coup, renvoyé par les joueurs de la Une, ça peut aider justement à ça? Oui, parce qu'on encadre des jeunes aussi, et les joueurs de la Une aussi. Certains encadrent aussi des jeunes. On a des joueurs qui encadrent des jeunes au sein du club. Et à l'avenir, on aimerait bien que plus de joueurs de la Une
s'implique justement dans le... Ouais, voilà, surtout pour les jeunes, parce que les jeunes, c'est l'avenir du club. Ça fait un bel exemple à suivre, en tout cas, une aventure pareille. On passe au basket, Marine. Allez, rapidement, on revient au foot dans un instant. Ouais, on va parler basket du côté de Gris. L'aventure du promu alsacien d'Alsace du Nord se poursuit. L'apprentissage de la Pro B, mais ça se passe plutôt pas mal pour les Grisois qui recevaient Évreux. C'était ce vendredi soir du côté de la salle de la Forest Arena. Regardez ces images. Évreux en face en bleu et jaune. C'est un des vieux routiers de la Pro B, un habitué de la division, qui prend d'ailleurs plutôt un bon départ dans le premier quart-temps. Mais si Gris va pouvoir compter sur une de ses nouvelles têtes, Evan Yates, premier match à domicile. On va reparler de l'apport de l'intérieur américain. Mais c'est Évreux qui est plutôt bien qui est en tête à la fin du premier quart. Gris réalise un gros deuxième quart-temps qui lui permet de compter 12 points d'avance à la pause grâce à son adresse extérieure notamment. Et puis panne de cours, tout s'éteint dans le troisième quart-temps où c'est Évreux qui surclasse les Barinois. 33-18, les 12 points d'avance deviennent 5 points de retard à l'entame des 5 dernières minutes. Du coup, fin de match au couteau, suspense total. Les Espagnols de Gris font le boulot et surtout le grand bonhomme de cette fin de match, c'est Evan Yates à nouveau qui prend le rebond offensif. Ici, les deux équipes à égalité à 2 minutes de la fin, rebond défensif pour lui de l'autre côté du terrain et une nouvelle fois après cet échec au tir extérieur, le rebond offensif pour Evan Yates qui offre notamment la victoire à cette équipe de Gris qui s'impose 85-79, qui équilibre son bilan. 4 victoires, 4 défaites. Et pour vous, Marine, qui aimez le basket, sa ligne de stats, 25 points à 11 sur 12, 10 rebonds, 6 passes, 7 fautes provoquées, 36 dévals, la même que vous, le week-end dernier. Ce week-end, j'ai fait pareil. Exactement. Écoutez la satisfaction des Grissois et de leur intérieur, Noël Gide. Gris a fait preuve de sang-froid dans cette fin de match. Pas à pas, on apprend. Là, sur ce coup-là, c'est vrai qu'on était un peu fatigué, mais le coach nous répète sans arrêt d'avoir de la lucidité, de jouer avec notre tête, même si on est fatigué, parce qu'on met beaucoup de rythme, on joue avec beaucoup d'intensité. Mais ce coup-ci, on a appris de nos erreurs et j'espère qu'on va continuer de la sorte. Ça marche bien pour Gris, en tout cas, qui est donc en milieu de tableau, tranquillement installé. 4 victoires, 4 défaites pour les Barinois. Et comme je suis sympa, Marine, j'ai un truc à vous demander quand même. J'ai un petit conseil à vous donner, vous qui jouez au basket. J'ai découvert une image que je n'avais jamais vue. Il s'appelle Bambala Osby. C'est un des joueurs intérieurs de cette équipe d'Évreux qui était là. Il n'est pas manchot, 14 points à 7 sur 8 en 26 minutes. Mais il tire ses lancers francs d'une manière un peu particulière. Regardez, peut-être que ça va vous inspirer. Regardez bien, il tire ses lancers francs pour un intérieur à une main. Bon, alors il a fait 0 sur 4 en même temps, donc ça marche pas très bien, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Disons que techniquement, c'est pas ce qu'on nous apprend quand on est jeune. Enfin, on nous apprend à tirer d'une main pour essayer, mais après on dit toujours de mettre la main gauche de côté pour assurer, pour guider la balle. Mais là, j'ai encore jamais vu ça à ce niveau-là, quoi. Bon, c'est nouveau. En tout cas, 0 sur 4 pour lui à 3 points, ça méritait quand même d'être souligné. Allez, je vous emmène à Souffel aussi, je ne sais pas si le Père Noël existe, mais en tout cas, le chiffre 13, lui, il porte pas malheur du tout, pas à l'équipe de Souffel. En tout cas, regardez ces images, ça se passait samedi soir, ça a porté malheur par contre à l'équipe en face, en orange, celle de Récy. Souffel, 13 matchs, 13 victoires, 100% de victoires pour les Barinois. Leader évidemment de leur groupe en National 1, un sans faute incroyable pour les hommes de Stéphane Eberlin qui n'ont fait qu'une bouchée en face de Récy-Saint-Martin. Vous avez vu les shoots extérieurs d'Anthony Labanca, l'ancien de la SIG, 18 points. Sylvain Sautier, l'ancien de l'adversaire d'en face. Récy, 9 points, 11 rebonds, 17 points d'avance à la mi-temps du spectacle en deuxième. Le suspense, lui, avait disparu depuis longtemps. Victoire 79-45. Récy n'a inscrit que 45 points, plus 34, et donc bilan absolument parfait pour le BC Souffel-Weiersheim, le troisième club alsacien dans la hiérarchie. On attend avec impatience le choc de ce samedi, réception de Boulogne, un des autres gros bras du championnat. Aventure à suivre, en tout cas Marine, on se régale avec Souffel. On passe à votre sélection perso du week-end, ça s'appelle la crème des réseaux, c'est tout de suite. Alors, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais dans les sports à risque, c'est fini, hein, les casques. On met des charlottes, regardez cette image. Il s'agit d'un sportif qui a été pris en photo à gauche. Bon, je vous rassure, c'est pas vrai, hein. Il a été pris en fait dans son lieu de travail. En fait, c'est un sportif qui fait du bobsleigh. Voilà, c'est ça, un bobber. Et en fait, il a remporté jeudi en Allemagne une coupe d'Europe en bob à 2. Regardez cette image de lui, voilà, qui fêtait sa victoire. Et puis, il va tout de suite se focaliser ce week-end sur une manche de coupe du monde qui aura lieu aussi en Allemagne, Mathieu. Chapeau à Romain Heinrich, record en carrière pour un autre Alsacien qui brille, lui, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est Franck Nilikina. Ça va mieux. Oui, ça va mieux. Pour lui, l'ancien Sigmen, ça se passait cette nuit du côté de New York contre les Hornets de Charlotte. Regardez ces images. Nilikina qui en première mi-temps a terminé avec 8 minutes de temps de jeu, 0 points, 0 passes et 0 rebond. Mais deuxième mi-temps, tout va mieux.
Il joue 12 minutes et marque 18 points. 18 points en 12 minutes, c'est quand même pas mal à ce niveau-là, avec bien sûr un 4 sur 4 à 3 points. Bonne nouvelle pour l'Alsacien qui avait quand même du mal ces derniers temps, qui n'avait pas trop de temps de jeu, pas trop de réussite. On espère qu'en tout cas pour lui que ça va continuer comme ça. Et juste à côté de la NBA, il y a la N2 avec les filles de Furdenheim que vous suivez assidûment. C'est ça, les filles de Furdenheim qui fêtent leur victoire d'une drôle de manière, regardez. Alors ça se passait juste après leur victoire contre Gravelines, qu'elles avaient gagné match qu'elles avaient gagné 67-79, une danse apparemment qui leur porte bonheur puisqu'elles avaient fait cette danse-là à l'aller, dans le bus, sur le trajet. Donc apparemment c'est quelque chose qu'elles devraient réitérer puisqu'elles sont dans le top 3 à égalité en N2, ce qui est plutôt pas mal, donc pourquoi pas. Je sais pas si vous allez faire pareil avant le prochain match. Ça serait bien. C'est la célébration pour la victoire en 32e de finale. On termine par une nouvelle discipline que vous nous faites découvrir, Marine. Oui, alors regardez ces images. En fait, c'est un sport, une fédération qui a publié ça, c'est un sport très connu. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est la fédération d'athlétisme qui a publié cette vidéo-là. En fait, c'est la délégation française qui dormait dans un parc animalier. C'était lors du championnat d'Europe aux Pays-Bas. Et parmi eux, là, vous voyez toute la délégation française. Parmi eux, il y a un Alsacien qui a fini quand même 7e sur la manche de cross-country en junior. Voilà, c'est lui, le Strasbourgeois. Félicitations à lui, quand même 7e. C'est plutôt pas mal pour un championnat d'Europe. Impeccable. Merci beaucoup Marine pour cette sélection. On va terminer cette émission avec du football, revenir sur l'exploit de l'Olympique de Strasbourg, petit poussé officiel, et de la Coupe de France. Ils font partie des 64 dernières équipes. Il y a combien d'équipes au départ en Coupe de France? C'est plus de 8000, c'est ça? 8 ou entre 8 et 9000 clubs au départ de cette Coupe de France. Il en reste 64. Ils en seront tirage au sort dans une grosse demi-heure. Le rythme cardiaque va commencer à s'accélérer. On va passer à l'interview côté coulisses. Ça s'appelle Dans le vestiaire. Alors, on vous a vu crier tout à l'heure juste après le match. Ça ressemble à quoi une troisième mi-temps d'un match comme celui-ci, alors que ça se passe un dimanche? En général, on se dit, on va faire la fête le samedi soir, mais là, un dimanche après-midi, qu'est-ce qu'on fait? Parce que boulot lundi. On l'a fêté normalement, entre joueurs, entre collègues. On n'a pas fait la bringue ou quoi que ce soit. On a fait un petit resto et puis voilà, ça s'est fini calmement. Il y en avait qui travaillaient le lendemain, c'est pour ça. Il y a pas mal de personnes qui travaillent le lendemain aussi, mais un comité restreint. Ouais, comité restreint avec les personnes du quartier aussi, qui sont venues supporter le 12e homme. Je voulais souligner aussi ça, sans le 12e homme dans ce genre de match-là, c'est pratiquement impossible. Et hier, ils ont vraiment mis de la voix, ils nous ont vraiment porté vers l'avant pour aller chercher cette victoire. Donc on a bien fêté aussi avec eux. Le coordinateur sportif avait laissé carte blanche pour la soirée ou vous veillez? Ou c'est comme chez les pros, vous les fliquez? Non. On n'est pas encore à ce niveau. Est-ce que vous avez fait des rêves cette nuit? Je sais pas, vous voyez soulever la Coupe de France, le trophée Non, pas encore. Vous vous projetez quand même? C'est quelque chose où on se dit, c'est possible, dans un coin de la tête, on se dit, bon, on a un petit peu de chance. On a les Herbiers qui sont allés en finale l'année dernière, donc on va pas aller jusqu'à là. Mais si on prenait un tour de plus, ce serait plus un exploit. Ça serait magnifique, déjà un tour de plus. Ça serait déjà pas mal. Vous me disiez que les téléphones sonnent pas mal quand même depuis hier. On a entendu vibrer en plus tout à l'heure. On prend pas un petit peu la grosse tête quand soudainement il y a un petit peu de notoriété qui arrive? Non, on prend pas trop. Vous verrez en sortant de l'émission, ça sera Non. Il y aura une foule qui vous attendra à la sortie. C'est à double tranchant, on peut parler vite de nous comme on peut vite nous oublier aussi. Et comme dit, nous on prend match après match, on va se focaliser dessus. Et puis après on verra bien jusqu'où on pourra y aller. Est-ce que depuis le début de la Coupe de France, vous aviez, je sais pas, un petit truc avant les matchs qui vous a fait gagner? Vous êtes superstitieux ou pas? Pour moi, ouais. Je pense que moi, oui. Moi, je leur ramène tout le temps des dates. D'accord. Donc, à chaque début de match, j'emmène des dates avec moi. Je leur offre des dates. Mais ça marche. Et beaucoup de repas de la maman de la Rizy qui nous aide à prendre des forces. Elle nous aide à prendre des forces. Une cuisinière officielle. Ah oui, très bonne cuisinière. C'est comme une maman pour nous. C'est comme chez les pros, il faut les choyer. En fait, j'ai instauré une bonne cohésion d'équipe, je pense, dans le groupe, parce qu'on a eu des nouveaux joueurs à la reprise. Donc ça a très bien fonctionné. On fait pas un parcours comme ça s'il n'y a pas une osmose, une entente dans l'équipe? On fait pas. Non, je pense pas.
Est-ce que vous, je ne sais pas si vous êtes déjà assidus, je m'adresse au coach, est-ce que les joueurs sont assidus en temps général aux entraînements? La plupart, oui. Ouais, est-ce que ce genre de victoire, on se dit, bon, il y en a qui vont peut-être venir plus souvent, tiens. Sans le faire, il y en a, ils viennent en plus, ils font des entraînements en plus dans la semaine. Donc, sans notre accord, sans qu'on les oblige, ils font des entraînements spécifiques tout seuls. Dans la semaine. Vous allez vous dire quoi? On va s'entraîner encore plus dur ou non? On va faire comme d'habitude? Non, on fait comme d'habitude, on va aux entraînements. On ne change pas les habitudes. Ça, on ne va pas changer des habitudes pour tous les joueurs, je leur ai dit. Ne changez pas vos habitudes. Continuez à faire ce que vous faites dans votre semaine, dans la journée, le soir, même le samedi soir. Faites ce que vous avez à faire, mais dimanche, il faut être prêt. Dimanche à fond. C'est tout. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de Top Sport ce soir. Bravo encore pour votre parcours. Le tirage au sort dans une grosse demi-heure maintenant et le match le premier week-end de janvier, 5 et 6 janvier. Notez la date, ça, on verra, on aura le temps de voir où ça se joue selon l'affiche évidemment. Merci beaucoup Marine. On vous retrouve évidemment lundi prochain. Lionel Augier aux manettes demain. Nous, avant de se quitter, évidemment, on va parler cuisine. Il n'y aura pas de date cette fois-ci, mais Nicolas Riffel vous emmène dans une boulangerie à Aubernais. On parle de bûches évidemment juste avant Noël. C'est grain de sel. Je suis venu vous voir aujourd'hui, c'est pour parler bûches de Noël. C'est bientôt les fêtes de fin d'année. Mais avant d'aller voir comment ça se passe, j'aimerais bien connaître un peu l'histoire tous les deux parce que vous êtes tout jeunes et installés depuis quoi, 4 ans, 5 ans sur Aubernais? 5 ans. Déjà? 5 ans. Comment vous êtes rencontrés déjà? C'est une histoire d'amour de 20 ans, mais professionnelle depuis... 2006. Voilà. 2006, ouais. Donc vous avez ouvert ici à Aubernais? On avait commencé dans un petit village à Osthofen. D'accord. Mais vous veniez tous les deux déjà de d'Aubernais, ouais. Et de la pâtisserie, boulangerie? À l'époque, il a fait ses examens. Ouais, j'ai fait les 2 CAP, boulanger, pâtissier. D'accord. Et à mes 19 ans, pompier de Paris, 5 ans. D'accord. Et puis en reconversion, voilà, la boulangerie. Revenir ici. Non, en vrai, on a ouvert les DNA. En vrai, on a ouvert les DNA. Oh, il y a une boulangerie à vendre. Vas-y, chiche, on va aller la voir. Non. Et on est parti. On a commencé comme ça. Donc là, c'est dans un petit village. Dans un petit village, voilà. D'accord. Et vers 2008, on a ouvert sur Schiltigheim, première boulangerie. Et puis l'année dernière, on a ouvert ici l'atelier. Ici. Voilà. Alors ici, on a un concept un petit peu novateur aussi, parce que moi, vous savez que je viens de Nidernais, donc je suis pas trop loin, et je découvre un petit peu une ambiance new-yorkaise, un petit peu décontracte, quoi. Ouais. C'est ça. Et l'idée, c'était quoi? Mélanger un petit peu la pâtisserie, la boulangerie, le repas de midi. Voilà, ouais. Et puis être bien... on avait envie d'une boulangerie à notre goût. C'est combien de collaborateurs? Une bonne quarantaine. Alors il y a aussi un point d'honneur dans vos boulangeries et sur tout ce que vous produisez, c'est d'être au maximum fait sur place. Oui, fait maison, fait sur place. Voilà, c'est pas si compliqué que ça de faire du fait maison. Alors, je vais découvrir ma bûche grain de sel de Noël tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'on peut découvrir aussi comme bûche de Noël chez vous? Ah, il y a des bûches glacées, des bûches traditionnelles qui se vendent de moins en moins, mais qu'il faut garder pour les longs. Traditionnel, c'est quoi? C'est crème mousseline, limite crème beurre. On essaie de s'en détacher. Ensuite, on a des bûches glacées, le truc super léger, agréable à manger. Ensuite, on a des bûches 3 chocolats, la basique. On a des bûches aux fruits exotiques, fruits rouges. Voilà. Il y en a pour tous les goûts. Ouais, pour tous les goûts. Est-ce qu'on a encore les petits sapins en plastique qui se plantent dessus avec les cadeaux? Non, pas ça, pas ça. Pas chez nous. Bon, Nico, maintenant tu vas voir comment Laure elle fait les bûches. Ok. Allez, file, ciao. Oui. Alors, enfin, on va attaquer cette super bûche de Noël. Tu nous expliques un petit peu ce qui va se passer? Alors aujourd'hui on fait la bûche Lilou, donc c'est une mousse mangue, fond croustillant pécan et un crémeux mangue passion avec des mangues insérées dedans. Alors tu vas débuter par quoi? J'ai déjà préparé le crémeux qui est passé au grand froid pour qu'il soit bien rond. C'est une crème anglaise gélifiée avec de la mangue et de la passion et des morceaux de mangue fraîche. La crème anglaise que j'ai préparée à l'avance, une crème anglaise à base de mangue. Donc à la place du lait, il y a la mangue. D'accord. C'est quoi? C'est un coulis que tu as fait? Non, c'est de la pulpe fraîche de mangue. D'accord. Donc j'incorpore la gélatine dans ma crème anglaise que j'ai fait fondre. Ensuite, on incorpore en 3 fois la crème montée. Pourquoi en 3 fois? Pour qu'elle ne retombe pas.
Du coup, je mélange de bas en haut pour que ça incorpore doucement la crème montée. J'incorpore la mousse dans la bûche. Donc l'insert que j'ai préparé en avance, qui est passé au grand froid, je l'incorpore dans la mousse. Je lisse pour pouvoir mettre le biscuit. Croustillant pécan. Donc là, la bûche, je vais la passer au grand froid pour pouvoir la démouler. Je la démoule. Waouh! Bon, maintenant qu'on a la base de notre super bûche, qu'est-ce qu'on fait? La déco, je pense, dessus? Donc ça, c'est notre bûche. On la coupe en deux pour avoir une 6-8 personnes. D'accord. Ah, c'était pas pour 2 personnes, ça? Non. On va faire le glaçage. Donc glaçage jaune. On met de la noix de coco. On va la décorer. Donc des petites meringues. On va mettre des noix de coco. Donc ça, c'est des feuilles argent. Voilà, c'est terminé. Ouais. On la met en boîte et on ira la déguster. Et on va faire du bûche à bouche. Voilà. Oh.